opératif, c'est le dernier rite continental créé au XXe siècle par, entre autres, Daniel Ribes, Daniel Béreznac et Jacques de la Personne. Et ce serait bien si vous nous disiez qui a fait quoi dans cette construction. Ils se voyaient régulièrement. Je pense que le moteur, c'était Jacques Lapersonne. Ça, ils l'ont tous dit. Mais après, ils se réunissaient, ils discutaient, ils lisaient les cérémonies, ils relisaient le rite français, puisque le rite opératif de Salomon, c'est une réécriture du rite français. Un retour du rite français à des textes plus anciens, réhabillés, on va dire. Mais après, ils se voyaient entre eux. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie, ce n'est pas des textes, c'est une pratique. Donc, quand on pratique un rite, un rituel, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que ça ne marche pas, on le modifie, on le réécrit. Donc voilà, ça s'est fait dans une dynamique et c'est aujourd'hui impossible de savoir qui a fait quoi. Mais le moteur, c'est Jacques. Alors moi, je pense que les individus étaient extrêmement différents. C'est ça qui a fait la force de ce trio. C'est que Jacques Lapersonne, c'était un bâtisseur, c'était quelqu'un qui avait des idées, plein d'idées, beaucoup d'idées, qui maçonnait beaucoup. Daniel Ribes, c'était un entrepreneur, c'est quelqu'un qui avançait en construisant les choses, qui faisait des fondations. Bérézniak, c'était l'érudit, c'était l'intello, c'était un homme qui parlait plusieurs langues, qui avait beaucoup lu, qui avait lu la Kabbale, qui avait lu, voilà, qui a apporté, c'est indéniable, il a apporté une vision que ni Jacques ni Daniel Ribes n'avaient. Jacques, c'était un autodidacte, il se définissait comme un autodidacte. Donc, ce n'était pas du tout quelqu'un qui pouvait apporter cette réflexion sur la lettre hébraïque, qui sont des fondements du rite opératif de Salomon. Et est-il possible, dans le sens de, est-il acceptable de modifier, de changer, voire, pourquoi pas, d'inventer des rituels? Alors déjà, je voudrais juste signaler que quand j'ai demandé à Roger Daché de faire la préface, il a dit oui tout de suite. Ce qui m'a fait très plaisir parce que justement, c'était pas forcément, c'est un historien de la franc-maçonnerie on connaît ses idées, qui est vraiment très attaché au rituel d'origine anglais, émulation et tous les workings qui s'y rattachent. Mais je pense que la vérité, c'est qu'il y a dans la franc-maçonnerie un mouvement perpétuel que l'on constate à plusieurs époques de balancier. Il y a des rituels. Les rituels se simplifient parce qu'à l'usage, on trouve que c'est trop long, on trouve que c'est trop redondant, on trouve que ça, on l'a déjà dit. Et les rituels, on le voit bien au cours du 19e, se sécularisent et s'appauvrissent, on va dire. Hein. En tout cas, c'était le constat qu'ont fait un certain nombre de frères, et pas seulement ceux qui ont conduit au rite opératif de Salomon, hein, un constat qu'ont fait un certain nombre de frères après la Seconde Guerre mondiale, au moment où la maçonnerie se reconstruit. Je pense à René Guilly, par exemple, hein, qui a fait le même travail sur le rite français, mais sauf qu'au lieu de réécrire des passages comme a pu le faire Jacques ou l'équipe que nous avons citée tout à l'heure, René Guilly, lui, il est vraiment retourné dans les textes et il essaie de retrouver le texte d'origine du rite français, qui ne s'appelait pas rite français, avant la Révolution. Et il a essayé de reconstituer mais d'une certaine manière, il a fait un peu le même travail parce que ce texte-là d'origine, il existe, il est virtuel. En fait, il n'a jamais réellement existé. Il était différent dans les différentes loges, dans les différentes régions. Donc, je pense que c'est un peu des phénomènes de balancier. Les choses s'appauvrissent. Et puis un jour, il y a un frère ou une sœur qui dit, mais quand même, on a perdu le côté initiatique, on a perdu l'essentiel, et on revient à des choses. C'est un peu ce qui se passe avec le rite écossais rectifié. Enfin, j'en parlerai pas, je suis pas spécialiste, mais dans les années début du XXe siècle, un certain nombre de frères se disent, mais ce rite qui est génial, qui est magnifique, pourquoi on ne le pratique plus en France? Alors justement, on va parler des particularités du rite opératif de Salomon. Il y a quelque chose d'étonnant parce que vous avez cité tout à l'heure Roger Daché, lui qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'invention de la maçonnerie et qui dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de lien entre la maçonnerie et le compagnonnage. Pourtant, me semble-t-il, avec des mots comme galerie, comme Cayenne, j'ai un peu l'impression qu'il y a une imprégnation du compagnonnage dans le rite opératif de Salomon. Comment vous l'expliquez?
Je crois que le constat des frères que j'ai évoqué tout à l'heure, ça a été l'appauvrissement du rite et aussi l'idée que le second degré était un degré un petit peu sacrifié. On voit bien ce que c'est que le premier degré, l'initiation, on a tous à peu près la même cérémonie. La maîtrise, c'est quelque chose qui est aussi très universel. Et entre les deux, il y a ce degré qui était un peu pauvre, on va dire, hein, qui était un peu sacrifié. Et leur idée a été de retrouver enfin de remuscler un peu cette partie-là. Et ça s'est fait sur la géométrie. Il ne faut pas oublier la géométrie, c'est très important. Et là, je pense que l'apport de Bérésniak était très important parce qu'il a beaucoup parlé de la géométrie. Ça s'est fait sur une certaine idée, pardon, une certaine idée du compagnonnage. Mais on est bien d'accord, il n'y a pas eu de transfert de rituel, il y a eu simplement chez Jacques la lecture du livre agricole Perdiguier, qui est un livre du 19e siècle sur les compagnonnages et qui est un livre, on le sait aujourd'hui, très mythifié, très enjolivé, bon, Perdiguier qui aimait beaucoup les compagnons a écrit une histoire un peu mythique, un peu enjolivée. Donc finalement, c'est sur la base de cet ouvrage que, d'une manière symbolique, c'est-à-dire on n'a jamais prétendu être des compagnons, bien sûr, mais on a utilisé ce substrat symbolique pour enrichir ce degré. Donc je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. Et il n'y a pas du tout de volonté de se revendiquer comme des compagnons. Au rite opératif, on n'écrit pas, il y a un vote à l'unanimité, il n'y a pas de convent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces spécificités? Pourquoi pas écrit? Pourquoi un vote unanime? Les trois frères que nous avons cités depuis le début venaient du Grand Orient de France, où ils ont d'ailleurs testé le rite opératif de Salomon dans une loge qui existe toujours, qui travaille toujours au rite opératif de Salomon. Je crois qu'on va dire d'une manière très pragmatique qu'ils ont éliminé des choses qui leur pesaient beaucoup. Ils trouvaient que le convent, c'était très compliqué, très lourd, très cher, et que c'était un petit peu à l'inverse de la souveraineté des loges. Ils trouvaient que les planches lues en loge, c'était souvent long, un peu indigeste. Et je crois que très honnêtement, je pense que c'était ça leur idée, c'est-à-dire que voilà, on s'exprime à l'oral, on s'exprime sur des résumés de ce qu'on a à dire. On n'essaye pas de faire un truc extrêmement universitaire ou scolaire. On essaye de faire une parole du cœur. Voilà, je crois que c'était tout simplement ça l'idée de départ. Donc des interventions courtes et la parole qui rebondit dans la loge de manière à ce que le travail soit commun. Donc ça, c'était pour l'aspect écriture. Alors, il se trouve que le rituel n'est pas fait par cœur, hein, comme on le croit souvent, il est lu, mais le fait que les planches soient faites à l'oral apporte une autre vision des choses, une dynamique des choses qui est très intéressante. Le vote unanime, ça, je pense que c'était d'abord, on le trouve dans les textes d'origine au rite français, les initiations sont votées unanimement, à l'unanimité, pardon. Et je pense que c'est ça qui a inspiré Jacques dans l'idée du vote à l'unanimité, c'est-à-dire reprendre des éléments de la tradition et les appliquer à l'ensemble de la loge. De fait, dans une loge, surtout à Ouattara, où les loges sont de petite taille, c'est-à-dire 20 frères et sœurs, c'est une sorte de jauge presque maximum, tout se fait à l'unanimité. C'est très rare qu'il y ait des conflits. Il y a des conflits lorsque la loge est beaucoup plus grande, qu'il commence à y avoir des clans, qu'il commence à y avoir des... Et c'était, je pense, pour éviter ça, pour garder à la loge son côté unanime et discussion. On va parler de l'identité. Vous avez dans votre ouvrage un triangle spiritualité, sociétale, symbole. Quelle teinture et quelle identité, c'est-à-dire quel pourcentage de spiritualité sociétale ou symbole, compose le rite opératif de Salomon? Alors, pour répondre à la question, je pense que les loges de rite opératif de Salomon sont symbolistes. Il y a de la spiritualité, enfin, il y a une certaine spiritualité, mais Ouattara est fait de telle sorte que des frères qui sont totalement, ou des sœurs totalement athées s'y retrouvent complètement. Il y en a qui sont très militants de ce côté-là. Donc, il y a un passage entre deux. La seule chose qui, effectivement, n'est jamais évoquée en loge, c'est le sociétal. Comment, quelque part, on peut justifier ce travail qui va au-delà du troisième degré, y compris dans le rite opératif de Salomon?
dans une vie de maçon ou de maçonne, on fait une dizaine de degrés dans tous les systèmes. Alors, les systèmes où il y en a 90, on ne fait pas 90 degrés, c'est pas possible, tout simplement techniquement. Donc, je crois que ceux qui ont fait les degrés après la maîtrise, il y en a 6, n'ont pas été faits par Jacques Lapersonne. Hein. Jacques, finalement, il est resté 10 ans à Wattap et après il est parti. Donc, c'est plutôt Daniel Rib et Daniel Berezniak qui ont monté ces degrés d'après la maîtrise. Ils se sont calqués un peu sur le rite écossais ancien accepté, curieusement, alors que l'origine était plutôt le rite français, pour ce qui est des 3 premiers degrés. Et ils ont gardé les degrés qui leur semblaient les grandes étapes du maçon. Et les grandes étapes du maçon, il y en a 3 pour eux, et je pense que c'est assez valide comme réflexion. D'abord, on bâtit, c'est-à-dire on a un bâtisseur, on est relié au temple de Salomon, ce grand réservoir de symboles, cette grande malle au trésor. Ensuite, on est un chevalier, c'est-à-dire on est un homme qui combat, ou une femme qui combat, et on a des combats à mener contre l'hypocrisie, le fanatisme. Et ça, ce sont les degrés de chevalerie, il y en a 2. Et ensuite, ça c'est très Berezniak, il y a des degrés sacerdotaux, qui ne sont pas des degrés de prière où on se retire du monde, loin de là. C'est plutôt des degrés, je dirais, on prend de la distance et on médite. Et on essaye de comprendre de l'extérieur quels sont ce qui a été mis en œuvre pour bâtir et pour combattre. Mais moi, ce que je défends comme idée, mais je crois que c'est une évidence, c'est que les trois se font de conserve, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, évidemment, qu'on bâtit, en même temps on combat et en même temps on médite. Et ce sont 3 facettes de la franc-maçonnerie et 3 facettes de l'initiation. On va terminer avec ma dernière question sur une réflexion que je me suis faite en lisant page 287 de votre ouvrage. Voilà. Le rite opératif de Salomon, ça n'est pas une tradition pure, mais un collage. Et d'ailleurs, vous rajoutez, on pourrait même parler de bricolage. Alors, sans ironiser, sans vouloir dire que le rite est un bricolage, est-ce qu'on pourrait peut-être penser à briser l'inutile et collage, coller l'efficace? Si c'est le cas, quels sont les exemples qui, justement, illustreraient le fait qu'il y a de l'efficace dans le rite opératif de Salomon? Alors, le terme de bricolage, qui effectivement que j'écris en 2 mots, hein, briser, et collage, recomposition, me vient d'une idée toute simple, c'est que la franc-maçonnerie, là je vais peut-être choquer certains, n'est pas une tradition pure, à mon avis. Les rituels, et c'est ça leur force, ils piquent partout. Ils piquent dans la Kabbale, ils piquent dans les Templiers, ils piquent dans l'alchimie, à titre symbolique, évidemment, on n'est pas là pour faire de l'alchimie. Mais les symboles viennent de tous les endroits à la fois. Et il y a à chaque fois des recompositions, des réappropriations. Et c'est ça le collage, c'est-à-dire que alors, est-ce qu'on enlève l'inutile pour garder l'utile? Ça, c'est l'usage qui en décide. C'est-à-dire, je pense que les rituels qui sont mis en œuvre, qui sont voilà, dans des loges qui les utilisent, et les rituels qui restent sont ceux qui sont efficaces, c'est-à-dire ceux dans lesquels les frères et sœurs sont à l'aise. Et c'est ça la grande différence, c'est que les rituels qui ne sont pas adaptés, ils disparaissent. Et quand on regarde le 19e siècle ou le 18e, il y a énormément de degrés qui ont disparu. Donc, ce qui reste, c'est ce qui fonctionne. Voilà, je pense.